is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Douceur matinale, balade dans le bocage, profitez de la beauté de ce paysage et avancez jusqu'à notre prochain guide. Qui est-il? On part retrouver un visage connu, un homme déjà rencontré lors d'une vadrouille, un caractère qui nous a profondément touchés. Quel joli hameau! J'adore toutes ces vieilles pierres qui dessinent une architecture caractéristique de notre territoire. Ça y est, on arrive. Bonjour Frédéric. Salut Fred. Salut, Ça va? ça va bien? Quel beau temps. Quel beau temps. On respire Il quand faut même. quand même être à l'ombre. Il faut quand même être à l'ombre. Fred, tu nous as donné rendez-vous ici. On est où précisément? Parce que là, je suis perdue. Donc on est à la Fradelière, à Saint-Étienne-du-Bois, donc pas très loin de la maison. Et puis c'est un petit coin que j'aime bien. D'une, parce qu'il me donne un peu, avec les routes sinueuses et puis les pentes, il me donne un petit air de Pyrénées que j'aime bien. Et puis voilà, par la fraîcheur à ce temps-là. Et puis même là, on va voir, il y a des beaux petits coins sympas, un gros escalier. Donc c'est un peu atypique. Voilà, il y a un paysage qui est très plat partout autour. Et d'un seul coup, on a cette vallée. Et je trouve ça assez sympa. C'est Voilà. cette impression qu'on a eu avec Stéphane en arrivant, cette végétation effectivement qui est très particulière. Un petit hameau de chez nous qui est bien préservé. C'est ça. Alors, il y a eu quand même un après-Covid, parce que quand je suis arrivé il y a 6-7 ans, il y avait, toutes les maisons là étaient un peu à l'abandon, et on voit que ça commence à se rénover. Donc voilà, bon, après il faut du vieux patrimoine bâti aussi, mais voilà, qui soit en état d'abandon, c'est pas bien grave. Il y a de la biodiversité dédiée à ça, mais je trouve ça bien aussi qu'elles aient une seconde vie et puis qu'elles soient rénovées, quoi. Où est-ce que tu nous amènes alors? Eh bien, on va continuer un petit peu plus loin. On voit là, il y a un petit pont mégalithique et on va aller voir ça. Ouais. Et on continue à papoter? Et on continue à papoter. Alors je te suis. Donc ça, toi Fred, t'as découvert ce petit coin quand tu es arrivé à Saint-Étienne? C'est bien ça. En fait, j'ai pour habitude de prospecter un peu partout autour de chez moi, et puis de voir un peu les coins sympas. Pour aller s'y balader, aller peut-être courir aussi. Donc voilà. Et c'est vrai que quand c'est la première fois qu'on découvre ça, c'est super sympa. Et puis ça pose pas mal de questions pour dire de quand ça date. C'est pour ça que je te posais cette question. De quand ça date? Comment ils ont fait ça? Quels moyens? Voilà. Imagine le transport de ces blocs. Ah oui, mais vraiment. Le surtout. transport de ces blocs. On voit que c'est assez escarpé en plus. Donc là, nous sommes sur la Petite Boulogne. c'est bien ça. On est sur la Petite Boulogne, donc qui s'écoule pas loin de chez moi aussi. Elle est de bonne qualité, là, c'est bien. Elle est de bonne qualité, elle est très pure. Et la particularité de ce paysage, Fred, que tu connais maintenant depuis plusieurs années, Saint-Étienne. Le maillage bocager est assez dense, donc ça c'est ce qui me plaît aussi. On n'est pas dans la plaine. Je suis un bocageon et j'aime ce paysage de bocage. Là, ce qui me plaît, quand on est arrivé, on voyait les châtaigniers en fleurs, c'est aussi la diversité. La diversité, c'est gage de biodiversité, mais c'est gage aussi de résilience. Donc là, on a de l'aulne, du frêne, du chêne, du pin plus haut, on va voir. Et puis, voilà, des vieux sujets, des sujets morts. Oui, donc tout ça, forcément, ça donne une biodiversité assez incroyable. C'est ce paysage qui t'a touché quand tu es arrivé à Saint-Étienne? Ouais, ça m'a même marqué parce que j'avais la maison autour de la maison avec les mares et tout, forcément ça m'a botté. Et puis d'avoir ce paysage-là et cet écosystème pas loin, ça m'a confirmé dans mon choix. Et cette rivière, est-ce que tu sens qu'elle est à l'origine de tout? Sans cette rivière, est-ce qu'il y aurait cette végétation? Forcément, il n'y aurait pas la végétation, il n'y aurait même pas, on va dire,
ce paysage aussi escarpé. Donc voilà, ouais. Ça, c'est vrai. On continue tranquillement, On Fred? continue. Fred, c'est vrai que tu as un métier qui te permet de découvrir plein de petits endroits comme ça. Des Ouais. endroits cachés, des petits trésors. Ouais, et même en centre urbain parfois. Même en centre urbain? Bah ouais, parfois quand on fait les plans de gestion, alors, on découvre des gros arbres, des arbres remarquables quand on fait les plans de gestion de l'arbre, Ouais. mais des fois dans les plans de gestion différenciés, qu'on appelle ça pour Ouais. les espaces verts, bah, les agents nous font découvrir, ou nous, quand on prend les codes, quand on fait le recensement, bah, on découvre des coins hyper sympas, même au milieu urbain. Alors ça peut être des petits jardins qui ont été conservés, ça peut, voilà, c'est varié, mais voilà, après, bon, des coins comme ça, il faut quand même s'écarter un peu des centres Des coins urbains. comme mais celui-ci, voilà. c'est absolument remarquable. On voit cette petite mare à côté avec une eau qui est hyper pure. Alors, l'une des plus belles découvertes que tu aurais pu faire au milieu urbain, pour toi, un beau souvenir? Ouais, c'est souvent lié aux arbres quand même. En milieu urbain, c'est ce qui m'épate, ça va être ces dizaines ou parfois des centaines d'années passées. Je me rappelle le chêne liège, par exemple, de la bretonnière Laclais, qui est un arbre remarquable. Moi, en plus, qui aime les chênes lièges par leur histoire et par voilà, leur esthétisme, de le découvrir peut-être 250 ans, quoi, Ouais. juste derrière la mairie, tout ce qu'il a pu passer comme histoire. Et ça, je trouve ça chouette. Parfois, c'est des arbres creux aussi, hein, donc des anciens têtards, donc on sait que c'était des pratiques paysannes avant, Bien et puis sûr. qui se retrouvent en milieu urbain, qu'il a passé des générations et des générations, et puis c'est ce qu'on appelle des dendro-micro-habitats, donc au niveau de la richesse de biodiversité, c'est surtout au niveau de l'arbre que j'ai des grosses surprises comme ça. Et tu es toujours... Parce que c'est vrai que maintenant, c'est quand même plusieurs années que tu fais ce métier. Pas de lassitude, rien du tout. Toujours le même émerveillement quand tu découvres des spectacles comme celui-ci. Alors toujours le même émerveillement, ça bouge pas. Il y a aussi c'est un métier qui est aussi très proche de l'humain, Ouais. et donc il y a aussi ces connaissances par les agents, par les élus. Enfin voilà, on rencontre plein de bonnes personnes aussi, et ça aussi, je pense que ça redynamise, parce que quand on donne aussi un métier passion à quelqu'un, quand on restabilise un service, on voit que ça cartonne, hein. Je prends l'exemple de Beaulieu-sous-la-Roche, hein, où vraiment ils ont une équipe où ils prennent leur pied au boulot, et ça, quand on arrive à donner ça, on peut pas se lasser de donner du plaisir aux autres, hein. Mais c'est important aussi que tu reparles de ce contact humain. C'est-à-dire que toi, tu te verrais pas travailler seul dans un bois, aucune rencontre, si ce n'est que la rencontre de la nature. Tu as besoin justement de ces échanges, de cette transmission. C'est ça. Agréable. Quand j'ai créé Terra Aménité, hein, c'était pour essaimer. Et puis, ça reste toujours cette idée numéro 1, c'est d'essaimer. Alors, oui, même si, voilà, travailler, faire de l'abattage dans un bois et du débardage, c'est des choses que j'aime bien, mais c'est pas ce qui me ferait vivre tout le temps. Ce qui m'anime, c'est aussi d'aller rencontrer des personnes. Et puis même, les problématiques me plaisent. Plus c'est compliqué, que ce soit dans les constructions. Là, on est en train de rénover un paillet au Giroir. Je veux relever le défi, parce que je veux apprendre à rénover à l'ancienne. Donc là, on va réutiliser du foin en tant que couverture. Donc ouais, c'est super sympa. Et avec des bénévoles. Donc une superbe ambiance, des bénévoles qui ont leur savoir-faire, qui me le transmettent aussi. Le fait de former autant de monde et de voir autant de monde, ça me forme tous les jours aussi. La richesse de ton métier est absolument incroyable. Fred, parce que nous aussi, les rencontres, ça nous importe. Oui. Tu nous as concocté une journée. Oui. Donc, nous, on parle vraiment de la surprise. Ça va être Ok. surprise et Ouais. découverte. Quelle serait la première rencontre? Alors, la première rencontre que vous allez faire, ça a été aussi une de mes premières rencontres quand je suis arrivé à vivre à Saint-Étienne. Ce sont donc mes voisins, Bernard et Monique. Et puis Bernard, quelqu'un qui m'a assez interloqué, parce que je pense qu'il a vécu cette fois. Donc il a eu cette vie par rapport à tout ce qu'il a fait. Il connaît quasiment la planète par cœur. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu bouleversé, moi qui suis un Vendéen assez
ancré et qui a du mal à partir de chez moi, et de voir un Vendéen qui n'a pas hésité dans les années 60 à partir en stop pendant des mois, voilà. Et puis et on se dit comment il a fait pour arriver jusqu'à 75 ans avec une vie aussi trépidante. Puis nous, c'est vrai qu'on est super contents parce qu'il y a 2 ans, quand on était venu chez vous, On en vous avait aviez déjà parlé. beaucoup parlé de Bernard. Voilà. Je sais que c'est quelqu'un qui vous avait marqué. Eh bien, c'est ça. Et puis après, on partira à la rencontre d'un copain, Cyril, qui est botaniste, qui travaillait pour la commune de la Chapelle-Palot. Donc ça fait déjà pas mal d'années qu'on se connaît. Et puis là, on a les mêmes passions, les mêmes valeurs, la même envie de transmettre. Donc lui aussi, il a quitté la fonction publique pour se mettre à son compte lui aussi, pour s'aimer de son côté aussi. Donc voilà. Bon, une vraie journée alors qu'il nous attend, Fred. Je pense. On y va? On y va. Allez, c'est parti, je te suis. Pour rejoindre Bernard, forcément, Fred nous fait prendre des chemins de traverse. Clairement, je suis subjuguée par ce paysage aux 1000 facettes. Une nature très généreuse en bord de rivière et même un air de Causse sur les hauteurs. Fred est ici dans son élément. Il est intarissable lorsqu'on lui parle de notre mère nature. Des yeux qui pétillent, une bouche tout sourire. On suit notre guide. On écoute ses mots. Go, Stéphane. Bernard, on est très heureux de te rencontrer. Frédéric nous a déjà parlé de toi. En bien. Que du positif. Ben c'est bien, c'est sympa. Déjà, il y a 2 ans, quand on était venus chez Fred, c'était la veille de ton mariage. Donc, il nous en avait parlé. Et là, déjà, il nous avait décrit un monsieur, un jeune, Un jeune, oui. qui a voyagé, qui a énormément voyagé. Tu peux revenir justement sur le pourquoi, du comment, un petit peu ces grandes étapes? Oui, c'est le hasard. Le hasard d'avoir rencontré, d'être parti à l'étranger assez tôt, d'avoir... je suis allé en Allemagne 28 ans, j'étais en Allemagne, à Munich. J'avais une crêperie là-bas. Et pour moi, l'Allemagne, c'était en Bavière, attention, parce que l'Allemagne, c'est différent. Entre le nord et le sud, c'est différent. Les mentalités, la langue aussi. Hein. Je crois, un peu bavarois, c'est différent du Hochdeutsch, qui disent donc du nord de l'Allemagne. Et donc, d'avoir connu l'Allemagne, un pays proche de nous qu'on ne connaît pas, nous, Français, c'est le problème de l'Europe, c'est ça. C'est qu'on ne connaît pas l'Europe. L'Europe nous connaît, les Allemands connaissent la France presque tous, nous on ne connaît pas l'Allemagne. Et c'est ça le problème qui est en Europe, c'est ça, on ne se connaît pas. Et quand tu parles de l'Allemagne, Oui. là tu pars en Allemagne, quelle année à peu près? Pardon? Quelle année à peu près? Je suis arrivé là-bas, mais j'avais déjà traversé plusieurs fois, en Finlande, enfin bref, plusieurs fois avant, mais je me suis installé en fin 77. Ah, au moment où... 77, au moment où tout était possible. Ouais, mais oui, c'est ça. Tout était possible, il y avait tout à faire encore, mais tout était possible. Tout s'ouvrait. Et le fait d'être français en Bavière, c'était un plus. Pourquoi? Un plus. À cause de l'histoire, sûrement. Ça vient de loin, de Napoléon peut-être aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, il y avait des régiments bavarois dans l'armée française. Mais le fait d'être français était un plus. Le fait de dire que j'étais français... Ah, je ne parlais pas un mot allemand, en 77. Hein. Donc je baragouinais, mais il m'aimait à cause de ça, justement. Il s'intéressait, c'est la différence avec les Français. Nous, un Allemand qui vient en vacances en France, il n'est pas rare qu'il te dise... Je prends des cours de français avant de partir en France. Oui. Est-ce que nous, on prendrait des cours d'allemand si on va à l'Allemagne? Jamais. Jamais. C'est les différences qu'il y a entre les pays. Mais heureusement qu'il y a des différences. Hein. Si on était comme eux, parce qu'ils ne sont pas que positifs, les Allemands, mais c'est des côtés... ils s'ouvraient beaucoup plus que nous, quoi. En tout cas, dans les années 77, et même toujours encore un petit peu aujourd'hui, finalement. On continue, Bernard, parce que là, ce premier épisode m'intéresse énormément, et j'ai envie d'aller creuser un peu plus. On y va? Oui, d'accord. Mais moi, la première question, quand même, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à partir à l'étranger? Tu es originaire de Vendée, déjà? La Vendée... Attends, comment commencer? Il faut aller vite aussi. Hein. Donc, en Vendée, mon premier voyage que j'ai fait, c'était avec, d'ailleurs, son frère.
en 71, on avait traversé l'Europe pour aller au nord de la Finlande, de la Norvège, bref. Et donc j'avais déjà traversé l'Allemagne. Avec le frère de Monique. Oui, en 72, j'ai connu une petite Allemande. J'étais à Thonon-les-Bains. Il faut me suivre, là. Jusqu'à présent, ça va. Je suis parti, j'ai passé le BT, le technicien, en 68. Et après, j'ai fait l'armée et je suis parti en Suisse pour travailler. Je voulais partir. Depuis tout petit, en fait, tu avais cette envie de Partir, découvrir le monde, oui. de partir. Je voulais partir peut-être un petit peu, indirectement à cause de la condition, qui n'est pas que négative, hein, de la Vendée. La Vendée, dans les années 60, il y avait vraiment tout à faire. Ouais. Hein. On était un petit peu les dénigrés, les ventres à choux. On avait des problèmes avec les Nantais qui venaient au bal nous piquer nos petites copines. Alors, donc on disait à des copines ou des gens qui ne nous connaissaient pas qu'on était Nantais, ça se faisait mieux. Ouais. D'être Vendéen, c'était un peu négatif. Donc tu avais cette envie de partir. Alors que maintenant, c'est le contraire. Complètement, D'accord ? c'est vrai. Ok. C'est l'évolution qu'il y a eu, là. Quand je suis revenu, je m'en suis rendu compte. Mais bon, on est parti de là-bas et moi, je voulais partir. De ma condition, on venait de la campagne, je voulais partir. Exploser, donc je suis parti d'abord en Suisse. Je travaillais 4 ans là-bas, mais je travaillais. Il y avait pas de chômage non plus. C'est une période, on ne peut pas s'imaginer la période. Parce qu'attends, question indiscrète, Bernard, mais je te la pose quand même. Oh, non, là c'était en 65, attendez, non, je plaisante, 72, quand je suis parti en Suisse. Et tu pars sans un sou, de toute façon. Ah oui, c'est un coup. Avec ma moto, comme costume de moto, j'avais un treillis de l'armée. Enfin bref, je suis parti là-bas, comme ça. Et j'ai travaillé 4 ans, mais je travaillais, comme il y avait plein de boulot, je travaillais à Genève, hein, j'étais frontalier. C'était là mon premier... et là, j'ai connu beaucoup d'étrangers à Genève. Genève, c'est la ville cosmopolite pour les diplomates et tout. Donc, et ça me donnait peut-être indirectement des idées pour partir aussi ailleurs. Et là, j'ai connu des gens... Là, je raccourcis parce que c'est compliqué. Mais J'ai j'imagine. connu des gens qui venaient d'Allemagne, qui avaient travaillé en Allemagne, un copain qui s'appelle aussi Bernard. Et avec lui, on a eu des projets. On a fait une saison d'hiver à Tignes. Après, on est parti en Allemagne du Nord, sur une île, faire des crêpes. Génial. Borkum, Insel. Et là-bas, et je parlais pas allemand. Et lui parlait allemand déjà. Hein. Et donc, avec ça m'a ouvert l'esprit, je sais pas. Et après, on avait décidé, on avait fait une saison d'été. Hein. C'était un truc incroyable. FKK, vous connaissez le nom ? Non. C'est du nudisme sur les plages et tout. Et quand tu arrives de Vendée, on était plutôt comme ça, nous. Hein. Oui. Mais Bref. oui. Et donc, c'était une espèce d'ouverture d'esprit incroyable, quoi. C'était... Et des gens qui nous aimaient, qui nous acceptaient, parce qu'on était français peut-être aussi un peu. C'est la question que je vais te poser. Et puis bon, lui il était blond avec une grosse moustache, moi j'étais brun avec une grosse moustache. On draguait pas mal, c'était bien quoi. T'as jamais eu d'appréhension, jamais de peur? Tout le dragage, c'est le côté un petit peu folklorique, mais je veux dire dans le sens où on était acceptés, on se rendait compte de ça quoi. Et toi, tu n'as jamais eu de crainte, jamais de peur, jamais d'appréhension? Jamais. Donc là, on a la Suisse, on a l'Allemagne. Le nord de l'Allemagne. Après, on a voulu faire une saison d'hiver au sud de l'Allemagne, en Bavière, à Garmisch-Partenkirchen. Et là, ça n'a pas marché comme on a voulu. On a ouvert une crêperie, mais comme ça, quoi. C'était le truc. On connaissait 3 ou 4 personnes à Munich seulement. Hein. Dont une, après, on se connaissait depuis quelques mois. Une qui nous a prêté 13 000 marks comme ça. Et l'autre 6 000 ou 7 000 marks pour ouvrir cette crêperie. Enfin bref, c'était un truc pour nous incroyable. Quoi. Bien sûr. Et la crêperie a marché du feu de Dieu. C'était incroyable. C'est vrai. Qui existe toujours. Qui existe toujours? Allez sur le site crêperie Bernard et Bernard, une Wiener Straße à Munich. C'est génial, écoute. Et ça existe toujours. Je l'ai vendu à un Français qui continue. On continue, après Bernard 57 ans de crêpe. 57 ans de. Et Bernard, là, donc, tu te cantonnes à la découverte de l'Europe. Oui. Ou est-ce qu'après, tac, tu vas partir sur le monde entier, découvrir les 5 continents? En fait, ça permet de mieux connaître l'Europe aussi, de partir à l'étranger. On se rend compte qu'en Europe, c'est vraiment exceptionnel. Ce continent est exceptionnel. Normalement, on devrait être le paradis de la Terre, quoi. Parce que partout où je suis allé, où on nous vendait des billets aphrodisiaques, je veux dire, dans le sens où c'était le paradis. Je suis allé aux Philippines, je suis allé en Thaïlande, enfin bref, un peu partout. Et en fait, on y est un mois ou deux, puis on s'y ennuie un peu, parce que c'est toujours le même temps, toujours les mêmes... C'est mignon, les cocotiers, la plage et tout. Et quand on revient en Europe, on se rend compte que, waouh, 4 saisons, des petits pays différents, des langues différentes. Culture.
comme la culture. La gastronomie. Et ce que je disais tout à l'heure, je rejoins de ce que j'ai dit au début, cette culture européenne, on ne la connaît pas assez en France. On est trop orienté pour Américains. Moi, je ne suis pas contre les Américains forcément, mais on ne fait que ça, de parler américain, des auteurs américains, les émissions littéraires qu'on adore regarder avec ma femme. Quand ils ont des invités, c'est que des Américains ou des... Alors qu'on a tout chez nous. Oui, en ce moment avec les Russes, ce serait peut-être un peu dur d'en avoir, mais des pays de l'Est, ça veut ouvrir sur l'Est. Ouais. Bernard, moi, ce que j'aime quand je t'entends parler, c'est cette liberté qui ressort, en fait. C'est cette liberté. Oui. Ouais. C'est cette liberté, c'est cette envie de découvrir et que tu n'es jamais freiné, finalement, dans ta course. Non. Je suis freiné en ce moment, là, à la retraite, petite retraite et tout, donc je suis bloqué un peu, là. Mais là, je parle de l'ancien temps. L'ancien temps, non. Je fais plein de choses et je regrette de ne pas en avoir fait plus, même. Hein. Dans le sens où la vie est un peu courte, quoi. Il faudrait 2 vies, quoi. Mais je peux donner un conseil, vous êtes plus jeune que moi, faites ce que vous avez envie de faire maintenant. Ouais. Qu'est-ce que j'ai entendu autour de moi, les gens qui disent « quand je serai à la retraite, je ferai plein de choses ». Mais c'est une connerie, pas possible. Faites-le maintenant. C'est-à-dire que toi, quand tu regardes ces années passées, quand tu te revois enfant, ado, avec cette envie de voyager, quand tu prends la décision de partir, parce que c'est pas simple ça quand même, de prendre la décision de partir dans les années 70. Oui, la différence de maintenant aussi. Dans les 70, mes parents de conditions modestes, je suis parti du sac à dos avec 2 mois en Norvège, Finlande, vous connaissez le niveau de vie, même dans les années 70. Hein. On est parti avec 1000 francs chacun dans la poche, son frère et moi. C'est-à-dire qu'on se débrouillait. On a essayé de travailler à Oslo, on a essayé alors que maintenant, tout tombe du ciel, tout est déjà programmé et tout. Alors que moi, j'adorais le sac à dos, là, il faut être flexible de ce côté-là. Et je trouve que la jeunesse est de moins en moins flexible. Elle a tout pour se démarrer, tout fait, alors que là-bas, apprendre à se débrouiller, apprendre, c'est pas avec Internet qu'on l'apprend, c'est de soi-même, c'est avec les gens. Bien sûr. Et tes parents, quand tu leur dis justement ta première intention, allez hop, je pars, je prends le sac à dos, je me casse. Ouais. Qu'est-ce qu'ils te disent? Le premier gros truc qui a choqué mon père, je devais partir le 7 septembre, c'était fin août, 7 septembre sur le Palileo, un bateau, bref, qui partait à Sydney. Et j'annonce à mes parents qui n'étaient au courant de rien, je pars en Australie la semaine prochaine. Et là, mon père, pas toute la nuit, mais une partie de la nuit, il m'a fait la morale. Il m'a dit, je n'ai pas d'argent, tu as des problèmes, tu te débrouilles toi-même pour revenir, s'il y a des problèmes. Hein. Et le samedi matin, il m'avait tellement cassé le moral, le samedi matin, je suis allé à la poste, j'ai envoyé un télégramme à l'ambassade que je partais plus. Mais c'était un déclic que je voulais partir. Pas extrême comme ça, parce que bon, là, c'était extrême par rapport à ma famille, parce que j'ai pas de problème de famille. Ils étaient d'ailleurs très sympas. Après coup, je me rends compte que mes parents de situation modeste étaient, par rapport à la moyenne, super ouverts, quoi, super sympas. Ça se sent, en tout cas. Ça se sent. Ouais. Et est-ce que après, bien plus tard, tu as pu rouvrir cette discussion avec eux? Parce que j'imagine aussi que par toi, ils voyageaient. Ces gens qui n'avaient jamais voyagé. Oui, jamais, oui. Mes parents sont allés une fois en Hollande, je crois, c'est tout. Un truc organisé. Ils ne voyageaient pas, mais ma mère, quand elle me critiquait pas et qu'elle disait « Ah, qu'est-ce que tu as de la chance, Bernard. Ce que tu fais, ce que j'aurais aimé faire, tu le fais. C'est bien. Enfin, bref. Et donc, c'est comme ça, le désir de partir. Et pour l'Allemagne, j'ai connu quelqu'un qui avait déjà travaillé en Allemagne, il m'a déjà dit, on était faire des crêpes au nord de l'Allemagne, des crêpes après au sud. Pendant 27 ans, j'ai fait des crêpes avec des restaurants. Et je suis revenu... Bon, j'en avais un petit peu marre des crêpes quand même. Oui, ça, je peux l'entendre. Comment? Je peux l'entendre, ça. Oui. Au bout d'un moment, les crêpes... Mais ça marchait bien. Et bref, en 2004, je suis revenu en France. Là, j'ai fait des jobs. Je suis allé à Madagascar. Je suis allé... enfin, bref. Comme j'avais des copains un peu partout, des copains allemands qui venaient à Paris, par exemple, monter les foires pour... qui me disaient, alors tu viens, on ne parle pas le français et tout. Donc, je montais les foires à Paris, à Villepinte ou à je sais pas quoi, là, ou à Porte de Versailles, que je t'ai monté après. En plus, c'était super bien payé. Et donc, et puis libre, donc, bon, au black et tout. Bref, mais c'est vivre comme ça. Ouais. Parce que le côté génial qu'il y a en France, d'ailleurs, par rapport au reste de la planète, hein, bon, l'Allemagne n'est pas très différente. Sécurité sociale, cette sécurité qu'on a, c'est génial. Bernard, moi, j'aimerais bien qu'on continue puis qu'on ouvre un nouveau chapitre. Je t'en dis pas plus. D'accord. On y va? Bonjour, Monique.
Monique, la bien-aimée de Bernard. Monique qui n'est autre que la sœur de son complice de voyage. Vous me suivez? Mais voyez comme l'histoire est belle. Mais quelle vie! On se pose, on ouvre les albums et l'aventure continue tout naturellement. Fred, merci. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici.